après-midi à tous. J'ouvre maintenant la séance. Bienvenue à la séance numéro 14 du Comité permanent des finances. La réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride. J'aimerais rappeler aux participants ce qui suit. Veuillez attendre que je vous reconnaisse par votre nom avant de prendre la parole. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône du microphone pour activer votre micro et veuillez vous mettre en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Interprétation, pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez le choix au bas de votre écran entre le parquet, l'anglais ou le français. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser les curseurs et choisir le canal désiré. For members participating via Zoom, pour les membres sur Zoom, veuillez utiliser la fonction « Lever la main » pour pouvoir prendre la parole. Le greffier du comité et moi-même ferons de notre mieux pour maintenir l'ordre de parole. Conformément à l'article du règlement 108.2 du règlement et à la motion adoptée le lundi 22 septembre 2025, le comité reprend l'étude de l'utilisation de paradis fiscaux extraterritoriaux. J'aimerais maintenant accueillir nos témoins. Monsieur Alain Deneau, professeur, who is joining us, as well as Jason Ward, principal analyst at the Center. Et nous avons Jason Ward, analyste principal Center for International Corporate Tax Accountability and Research. Vous avez 5 minutes pour vos commentaires d'ouverture et ensuite nous ouvrirons la zone. Avec vous, s'il vous plaît, pour 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. J'aimerais dans un premier temps simplement préciser que je suis professeur en éthique à l'Université de Moncton, que j'ai travaillé activement sur la question des paradis fiscaux de 1999 à 2015 et depuis, j'assure un suivi historiographique, éthique et conceptuel sur la question des paradis fiscaux et de ce que j'appelle plus largement les souverainetés de complaisance. En quelques minutes, j'aimerais surtout maintenant faire le point sur les coûts sociaux que représente le recours aux paradis fiscaux, principalement par les grandes fortunes et les multinationales, et ensuite pointer dans deux directions sur lesquelles nous pourrons discuter à votre guise. D'abord, en ce qui concerne les coûts relatifs aux paradis fiscaux pour l'ensemble de la communauté nationale et canadienne, je dirais qu'on peut les dénombrer en 6 points et qu'en abordant la question des paradis fiscaux d'une manière qualitative et pas seulement quantitative, on en voit un portrait d'ensemble saisissant. D'abord, bien sûr, les paradis fiscaux représentent un coût pour la population parce que les pouvoirs publics n'arrivent pas à imposer des capitaux qui sont générés ici et qui, selon l'esprit de la loi, devraient être soumis au fisc. Alors là, il y a un manque à gagner dans le trésor public parce que des fonds colossaux qui se comptent en milliards de dollars échappent au fisc à chaque année, étant donné des opérations comptables de la part de grandes entreprises. Mais ça, c'est le premier coût seulement. Le deuxième coût s'explique par un phénomène de dumping entre les États traditionnels et les paradis fiscaux, à savoir que les États traditionnels, depuis 45 ans, tendent à réduire le taux d'imposition sur le revenu des entreprises de façon à concurrencer les paradis fiscaux. C'est-à-dire que plutôt que de faire la lutte aux paradis fiscaux, on se présente comme étant en concurrence avec eux. Et pour concurrencer les paradis fiscaux, eh bien, on revoit à la baisse continuellement le taux d'imposition sur les sociétés, ce qui représente un deuxième manque à gagner dans le trésor public parce que les capitaux qui restent, on les impose moins qu'avant et cela est vrai tendanciellement dans tous les pays de l'OCDE. Troisièmement, il s'ensuit un phénomène proprement scandaleux qui est relatif au service de la dette. C'est-à-dire que parce qu'à la fin de l'exercice financier, l'État n'arrive pas à boucler le budget, il emprunte aux instances financières et industrielles qu'il n'impose plus ou impose insuffisamment pour arriver à équilibrer son budget. Et de ce fait, ce ne sont plus les entreprises qui financent les institutions publiques via le fisc pour assurer l'existence de programmes sociaux, d'infrastructures publiques, mais ce sont les concitoyennes et les concitoyens qui, par le service de la dette, se trouvent à financer des entreprises financières ou industrielles pour aider le Canada à boucler son budget. C'est le troisième grand coût et qui, lui, est pratiquement exponentiel. Mais le quatrième coût, il relève
du taux d'imposition de la classe moyenne et des PME. Et j'ajouterais aussi des taxes qui pèsent sur l'ensemble de la population, y compris le prolétariat, à savoir qu'il faut bien compenser. Et pour compenser, ben, que doit-on faire? Ben, payer davantage d'impôts lorsqu'on est un particulier captif, en ce qui concerne principalement la classe moyenne et les prolétaires qui paient des taxes à la consommation. Le cinquième coût concerne la disparition de services publics, qui suppose donc, parce que l'État n'arrive plus à boucler son budget, ben, il doit aussi supprimer des services, faire des compressions budgétaires, de sorte que des services auxquels on avait droit il y a plusieurs années n'existent plus. Et si on cherche à les obtenir, on doit le faire via le système privé. Quand il ne s'agit pas, sixième point, de la tarification des services. C'est-à-dire que les services publics sont payés 2 fois par les concitoyennes et concitoyens, une fois comme contribuables et une autre fois comme usagers. Ces 6 coûts sont colossaux et ils sont littéralement incommensurables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un chiffre là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est une tendance lourde. Et si on voulait imaginer un monde sans paradis fiscaux, on devrait se dire alors que les entreprises multinationales paieraient leurs impôts là où elles produisent, là où elles sont présentes et actives. Elles le feraient à un taux d'imposition élevé qui frisait les 50% en 1980 au Canada, si on compte l'impôt sur le revenu des sociétés de la part des provinces. La dette serait moindre, la dette publique serait moindre, les impôts de la classe moyenne seraient moindres, les services publics seraient meilleurs et ils seraient gratuits. C'est ça qu'on peut déjà entrevoir. Maintenant, si on veut s'attaquer... Monsieur Desneaux, si vous pouvez conclure rapidement, s'il vous plaît. Oui, 2 solutions en une phrase. C'est ce dont je vous invite à parler. La solution, elle peut être politique et diplomatique, beaucoup plus que techniciste. Mais s'il s'agit d'être technique, il y a une approche qui est celle de l'impôt sur le bilan consolidé dont on pourra parler. Merci, Monsieur Desneaux. We'll move now to Mr. Ward for 5 minutes, please. Nous passons maintenant à Monsieur Ward. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'être un témoin ici aujourd'hui. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je suis Jason Ward, je suis fondateur et analyste principal du Center for International Corporate Tax Accountability and Research. Ce centre est un organisme qui existe maintenant depuis près de 7 ans et nous nous concentrons sur des analyses scientifiques de l'évitement fiscal des entreprises. Il y a moins d'un mois, le 22 octobre, j'ai témoigné devant le comité d'éthique et j'ai répondu à de nombreuses questions concernant notre travail approfondi mené depuis plusieurs années sur l'évasion fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux par la société Brookfield. J'ai fourni à ce comité des liens vers nos recherches antérieures qui comprennent également plusieurs rapports sur l'utilisation abusive des paradis fiscaux par plusieurs des plus grands fonds de pension publique du Canada. Les liens ont été envoyés au comité, alors je ne passerai pas en revue ces rapports. Les paradis fiscaux, comme l'a dit le témoin avant moi, est un grand problème pour le Canada et pour le monde entier. Je vais me concentrer sur les solutions, non pas sur le problème ici, car je crois que plusieurs témoins auparavant ont parlé de l'ampleur du problème pour le Canada. Des recherches qui ont été faites par le Global Tax Network fait des estimations qui sont assez conservatrices, disent que au cours de 6 ans, de 2016 à 2021, on a perdu des milliards de dollars qui ont été perdus par le Canada, 103,4 milliards de dollars américains. Et ça représente 3% du budget de la santé du Canada. Encore une fois, la moitié de cette estimation est liée à des sociétés multinationales américaines. Si on passe à la solution rapidement, le recours aux paradis fiscaux n'est pas facile à détecter et n'est pas facilement divulgué par les entreprises, en particulier celles dont le siège social est situé au Canada ou aux États-Unis. C'est très difficile de résoudre un problème si on ne le voit pas. Alors, une meilleure transparence est une première étape essentielle. Nous demandons au gouvernement canadien ou aux partis d'opposition de présenter immédiatement un projet de loi visant à mettre en œuvre une déclaration publique complète pays par pays pour les multinationales. En Australie, en 2024, on a mis en place une telle loi
qui met en matière des rapports publics pays par pays. Nous espérons que le Canada emboîte le pas. Le Canada a l'occasion d'aller encore plus loin. En Australie, toutes les multinationales dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 10 millions de dollars australiens seront tenus de communiquer les renseignements financiers de base, notamment le nombre d'employés, les profits, les pertes, les impôts payés en Australie et dans 40 territoires de compétences largement reconnus comme les paradis fiscaux les plus abusifs au monde. Les groupes de pression représentant les plus grandes multinationales américaines, qui sont aussi les plus grands fraudeurs fiscaux au monde, ont récemment tenté de persuader l'administration Trump de menacer l'Australie au sujet de cette simple mesure de transparence. Et je vous m'en souligne parce que cela vous montre à quel point l'exposition de ces renseignements mine ici l'utilisation de ces paradis fiscaux par les grandes entreprises, et tout particulièrement l'abus de ces paradis fiscaux et de transférer les profits là où il n'y a pas d'imposition ou très peu. L'Union européenne a également mis en place une version plus souple de la déclaration publique pays par pays et les banques de l'Union européenne pratiquent la déclaration publique pays par pays depuis maintenant 10 ans. Il n'y a aucun effet sur la compétitivité et il y a une augmentation vérifiable des paiements d'impôts et une diminution du recours aux paradis fiscaux. Nous demandons donc au Canada d'emboîter le pas aux Australiens et à exiger cette mesure de transparence élémentaire afin que les responsables gouvernementaux, législateurs, investisseurs et le grand public puissent savoir quelles entreprises abusent du système fiscal où et comment. Les PME, les entreprises responsables, sont fortement désavantagées sur le plan concurrentiel si les plus grandes entreprises mondiales, dont beaucoup réalisent des profits records, peuvent se soustraire à leurs obligations fiscales au Canada et dans le monde entier. Les autorités fiscales obtiennent déjà ces données grâce à des rapports confidentiels dans le cadre du processus de l'OCDE. Toutefois, ces informations ne peuvent être partagées et utilisées à des fins plus larges. Alors, la publication de ces données financières de base permet également de demander des comptes aux autorités fiscales et de s'assurer qu'elles recouvrent les impôts nécessaires. Désolé, on doit s'arrêter ici. Monsieur Ward, 6 minutes avec Monsieur Kelly pour la première ronde de questions. Monsieur Ward, vous avez mentionné dans votre déclaration d'ouverture que vous avez parlé au comité de l'éthique de l'abus des paradis fiscaux par Brookfield. Pourriez-vous, pour ce comité et pour notre rapport qui nécessitera peut-être ces renseignements, pourriez-vous nous donner plus de renseignements sur la portée et les détails de cet abus des paradis fiscaux? Pourriez-vous nous donner des exemples? Nous avons fait beaucoup de travail sur Brookfield et nous avons aussi recueilli beaucoup de données sur Brookfield. Et c'est une des entreprises qui évite le plus les impôts au Canada. Alors, Brookfield utilise beaucoup le paradis fiscal des Bermudes et ils paient très peu d'impôts au Canada et même dans les pays partout dans le monde et ce pendant très longtemps. Alors, c'est certainement un signal d'alarme d'évitement fiscal, l'utilisation des Bermudes et d'autres paradis fiscaux afin de réduire son revenu imposable au Canada. La perte de revenus pour le Canada s'élève sans doute à des milliards de dollars dans ce cas-ci. Et cela affecte les revenus qui sont disponibles pour aider à financer les services au Canada. Microphone, s'il vous plaît. Notre étude a été menée en 2023 sur une période de 10 ans. En fait, les données dataient de 2021. Si j'en reviens à M. Desnoux. Vous avez comparu à ce comité il y a près de 10 ans et vous avez parlé des mêmes renseignements, essentiellement, de ce que vous avez parlé aujourd'hui, l'effet de l'évitement fiscal par les plus grandes sociétés et particuliers du pays et les conséquences de cet évitement fiscal. Ça transfère le fardeau sur les épaules des travailleurs, des PME, et de l'impôt sur le revenu à la consommation.
pourriez-vous parler du coût pour la société de l'évitement fiscal et agressif? Inaudible. Non, vous êtes sur sourdine. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison de rappeler que il y a une dizaine d'années, je tenais sensiblement le même discours. Et hélas, quand on travaille sur la question des paradis fiscaux, on a vite l'impression de devenir un disque rayé. Ça fait depuis l'an 2000, ça fait 25 ans qu'il y a des rapports publics, des études, des enquêtes, des documents probants sur le problème des paradis fiscaux. Et du point de vue des États, on est à peu près au même point. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un problème de restriction mentale de la part des représentants de l'État, à savoir qu'on feint toujours de lutter contre un phénomène d'abus et de fraude, alors qu'une grande part de l'évitement fiscal n'est pas légal, mais légalisé. Nous avons très peu de temps. Alors, tout au long de cette période de temps, c'est un nouveau gouvernement, 2016. Nous sommes 10 ans plus tard. Il parle beaucoup de s'attaquer à l'évasion fiscale, mais nous ne voyons aucun résultat. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des progrès depuis 10 ans? Par exemple, par rapport à l'accord d'échange de renseignements fiscaux avec des États, et pour aller dans le sens de ce que je disais, mais en accélérant, on légalise des opérations qui, selon l'esprit de la loi, devraient passer pour frauduleuses. Et la gesticulation des représentants étatiques consiste à réduire l'enjeu géopolitique de la mondialisation à des questions de technicalité fiscale et ensuite à y aller d'accord pour avoir accès à des informations à partir du moment où on rend les opérations relatives aux informations légalisées. C'est-à-dire qu'autrement dit, ce que j'ai observé, je suis obligé de résumer, je pourrais être plus technique par écrit, mais on obtient de l'information à propos de transactions qui ont lieu dans les paradis fiscaux, dont on s'assure qu'elles tombent sur le coup de la légalité. Permettez-moi de vous interrompre, j'ai très peu de temps. Peu après votre témoignage, en 2016, le gouverneur général a publié un rapport révélant qu'il y avait eu, pendant des mois, des demandes de renseignements et lorsqu'il y avait des transactions extraterritoriales. Autrement, les particuliers disposaient de 30 jours. Pouvez-vous commenter à ce sujet? En fait, ce sont les contribuables ordinaires qui sont pénalisés par comparaison à des entités comme Brookfield. Très court. Oui, sur un plan technique, je veux dire, où les informations sont difficiles à trouver, où elles concernent des opérations qui ont été légalisées. Je le résumerai ainsi en disant que la plupart des figures qui ont prétendu faire la lutte aux paradis fiscaux de la part du gouvernement canadien ces dernières années étaient des acteurs qui très souvent avaient profité eux-mêmes des paradis fiscaux. Je pense à nos derniers ministres. Merci, Monsieur Deno, merci. On va continuer avec Monsieur Letao pour 6 minutes. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Deno, bonjour. Plaisir de vous reparler. Vous avez mentionné dans votre introduction que la solution est essentiellement politique et diplomatique. Après ça, bon, vous n'avez pas eu le temps d'élaborer un peu là-dessus, mais j'aimerais qu'on se concentre sur cela. Donc, politique et diplomatique. Bon, si vous voulez compléter votre réflexion à cet égard-là, et puis j'ai quelques autres questions à cet égard-là. Merci de la question. Je vais essayer de faire vite. Il n'y a pas une seule solution pour lutter contre les paradis fiscaux, mais très certainement l'enjeu diplomatique et géopolitique est majeur. Je trouve tout à fait normal qu'on parle de la question des paradis fiscaux dans un comité sur les finances, mais je pense qu'il devrait aussi en être question en ce qui concerne les affaires étrangères. Comprenons une chose, une société est créée en vertu d'une loi.
pour qu'une société existe, un État doit la rendre possible par une loi. Si vous prenez la façon dont la loi est élaborée dans un paradis fiscal, par exemple les Bermudes, comme instance législative, ont voté une loi qui permet de créer des exempted companies. Bon, ben, une exempted company, selon la loi des Bermudes, peut exister avec énormément d'avantages, une absence complète d'imposition, une opacité sur l'identité des bénéficiaires, une possibilité de transactions pratiquement infinies dans toutes sortes de secteurs, ainsi de suite. Les exempted companies peuvent être créées à la condition qu'elles n'aient aucune activité sur le territoire même des Bermudes. Autrement dit, les Bermudes légifèrent pour rendre possible des entités commerciales qui vont administrer un capital nécessairement à l'extérieur des frontières du pays. C'est littéralement de l'ingérence politique. C'est-à-dire que vous avez un État qui légifère sur la façon dont sera administré un capital généré à l'extérieur de ses frontières. Et cela devrait suffire pour que le Canada, par exemple, mais aussi la France, l'Espagne, l'Allemagne, auprès de cet État-là, et on parle des Bermudes, qui est formellement une entité qui a l'envergure du conseil municipal de Saint-Jérôme, là. Bon, les États devraient faire pression sur cette entité législative-là pour lui dire, avec des sanctions éventuellement, cette disposition légale-là chez vous est une intrusion de votre part et nous la contestons sur un plan politique. Et donc, à cet égard-là, pour qu'on puisse minimiser l'effet pervers de cette situation-là, il me semble que la solution aussi doit venir du côté diplomatique, c'est-à-dire le Canada, lui, tout seul, serait un peu mal placé pour essayer de changer les politiques des Bermudes ou d'autres pays. Mais si on agit un accord avec les pays membres de l'OCDE, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose. Et je pense que dans les dernières années, c'était un peu ça l'esprit des réformes qui ont été analysées et menées par l'OCDE, surtout sur le travail que je trouve très intéressant de M. Saint-Amand, par exemple. Donc, cet effort international pour limiter l'ampleur de ces juridictions-là, il me semble qu'il faudrait accélérer ça et continuer ça, non? Je marquais un point de désaccord. Moi, je ne suis pas du tout impressionné par le bilan de l'OCDE dans la mesure où l'approche de Pascal Saint-Amand consiste à dire « Vous n'imaginez pas à quel point c'est techniquement compliqué. Il faut harmoniser 200 régimes fiscaux différents. Vous imaginez le casse-tête. Il y a un travail de synthèse inouï à faire. On n'en finira jamais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on y va avec des petites mesures qui permettent, oui, sûrement des avancées, ça et là, mais rappelons-nous que nous sommes face à des multinationales qui ont des armées d'avocats et de comptables et de fiscalistes pour contourner les structures qu'on prétend mettre en place. Alors que ce dont je parle est d'une toute autre nature. C'est pas de dire le problème est technique, il faut arrimer des régimes fiscaux. C'est de parler sur un plan politique en disant vous votez des lois. Imaginez, vous votez des lois sur la façon dont une entreprise active chez nous sera imposée. Parce que vous créez une sorte de zone tampon, en anglais on dirait a buffer, une zone tampon entre les États traditionnels et les paradis fiscaux où l'argent est finalement nulle part. Il n'est plus formellement dans l'État où il a été généré parce qu'il a été transféré dans une entité des Bermudes qui, elle, ne le veut pas chez elle. Donc, il y a cette espèce de non-lieu là qui pose problème. Et le Canada a un travail à faire sur un plan politique et je dirais discursif. Parce que ce discours-là, il faut le tenir, il faut prononcer ces mots-là. En ce que lorsqu'il y a eu des grandes fuites majeures, rappelons-nous les Paradise Papers, les Panama Papers, les LuxLeaks, les SwissLeaks, dans ces années-là, tous les chefs d'État occidentaux commentaient la chose. La chancelière allemande, le premier ministre britannique, le président des États-Unis, le président de France. Au Canada, qui en parlait? Madame Boutillier, ministre du Revenu.
Mais le premier ministre ne se mouillait pas, comme si c'était un dossier marginal et technique. Le Canada a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Merci, Monsieur Letao. On va poursuivre avec Monsieur Simard du Bloc québécois pour 6 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de votre présentation, Monsieur Deneau. C'est fort éclairant. Si moi, je vous comprends bien, à travers les différents coûts que vous avez présentés, coûts sociaux, les différents effets des paradis fiscaux, c'est que jusqu'à un certain point, on arrive à ajuster peut-être nos politiques et ajuster nos normes en fonction de concurrencer le secteur fiscal qui est permis dans des paradis fiscaux. Si je vous comprends bien, c'est un peu ce que vous vouliez dire. Et il y a, dans la loi sur l'impôt et le revenu, il y a un règlement, le règlement 5907, qui permet la non-double imposition. Et si on en donne une interprétation rapide, on peut dire que le gouvernement a rédigé des dispositions législatives qui contredisent l'esprit de sa loi. Est-ce que ça vient conforter, en quelque sorte, ce que vous dites? Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de règlements du gouvernement dans la loi sur l'impôt qui contribuent à cette situation où on ajuste nos politiques en fonction peut-être des intérêts des paradis fiscaux? Bien, je vais surtout approfondir les éléments que vous avez avancés avec le temps qui nous est imparti. D'abord, je voudrais, en allant très vite, je vous réfère à mon livre Paradis fiscaux, la filière canadienne, traduit en anglais par Canada, a New Tax Haven, qui fait l'histoire du fait que les paradis fiscaux de la Caraïbe britannique, les plus controversés, Caïmans, Bahamas, Trinité et Tobago et le reste, sont des créatures du Canada. Le Canada a été très influent dans la Caraïbe britannique et ce sont des Canadiens et souvent le gouvernement canadien lui-même qui, de toutes pièces, ont créé les paradis fiscaux de la Caraïbe. On ne peut pas ensuite faire semblant d'ignorer à quoi ils servent. Nous en sommes les tristes maîtres d'œuvre historiquement. C'est notre legs historique au Canada. Bon. Ensuite, cela a pu se faire notamment, oui, par un traité de non-double imposition avec la Barbade de 1980. Il y a un vote qui a été... je suis obligé d'aller vite là, peu importe. Et donc, ce traité-là aurait du sens s'il était signé avec un État qui a un taux d'imposition à peu près semblable à celui du Canada. Bombardier International peut très bien, en Allemagne, où il y a son siège social, faire des affaires avec des partenaires, engranger des profits, transférer des fonds la même année au Canada en disant au gouvernement canadien, j'ai déjà été imposé en Allemagne, un taux légitime et sérieux, ne m'imposez pas une seconde fois. Mais quelle est la motivation d'un État comme celui du Canada de signer avec la Barbade où le taux d'imposition est au maximum de 1%, un traité de non-double imposition qui permet au fond aux fonds financiers de circuler dans un circuit complètement factice où on transfère artificiellement des fonds à la Barbade, ils sont imposés à presque rien et ils reviennent au Canada pour qu'une entreprise puisse dire ces fonds-là ont déjà été imposés, ne les réimposez pas. C'est le Canada qui rend possible ces échappatoires. Et il ne peut pas ensuite, à moins de nous prendre pour des imbéciles, feindre de ne pas comprendre ce qui se passe à l'échelle internationale, puis nous dire qu'il faut passer par l'OCDE, puis construire une grande synthèse entre 200 régimes fiscaux très compliqués dans le monde. Merci. Tout à l'heure, dans votre déclaration liminaire, vous avez parlé de solutions politiques et diplomatiques. Mon collègue, M. Letao, est revenu là-dessus. Mais en terminant, vous avez parlé d'impôts sur le bilan consolidé. Et qu'est-ce que vous vouliez dire par là, si vous pouvez développer? Je crois simplement qu'on doit sortir du 19e siècle en ce qui concerne les politiques fiscales, admettre les multinationales comme un sujet unique. Une multinationale, en droit, souvent, selon ce dont on parle, n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est une myriade d'entités indépendantes les unes des autres qui peuvent transiger entre elles, s'endetter mutuellement, voire se poursuivre en justice et deviennent complètement folles, alors que le conseil d'administration co-administre toutes ces structures-là qui sont indépendantes les unes des autres et qui dépendent du pays où elles sont enregistrées. Maintenant, si on voulait arriver au 21e siècle d'un point de vue fiscal, on pourrait tout simplement, avec une méthode imaginable, là, sur le capital, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, ainsi de suite, imposer une société multinationale directement
quant à ce qu'on estime être sa part de revenus dans notre État. Et dire, ben, au prorata de votre présence chez nous, vous devez X% de votre bilan consolidé, c'est-à-dire toutes vos entités réunies, à notre instance fiscale, peu importe que les fonds soient à Hong Kong, aux Bermudes, au Luxembourg, vous nous devez tant. Et ça suppose une motivation politique et une approche technique que des gens compétents peuvent très bien élaborer. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'actuellement, il y a des États qui ont ce type d'application, de mesures? Je n'en connais pas, mais peut-être que oui, M. Ward opine du chef et je lui le laisserai préciser. Ce que je peux dire, par contre, c'est que très souvent, on nous dit il faut être plusieurs, ainsi de suite, on ne pourrait pas agir. Moi, je pense qu'on pourrait y aller sur le mode d'une législation plancher. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada pourrait dire dire nous votons une loi indiquant que désormais, nous allons imposer les sociétés sur la base de leur bilan consolidé. Et cette loi sera en application le jour où X nombre de pays de l'OCDE, représentant tel pourcentage de leur population globale, auront voté ce même type de loi. Merci, M. Desneaux. On doit le laisser là pour l'instant. We're going to continue now with Mr. Lawrence. Monsieur Lawrence, 5 minutes. Merci. Mes questions s'adresseront surtout à M. Ward. Monsieur Ward, lors d'un témoignage précédent, vous avez convenu de ce qui suit. Brookfield a été, au cours des 5 dernières années, une des entreprises qui est le plus connue pour ce qui est de l'évitement fiscal. Réponse oui. Et de 2021 à 2024, il y a eu 23 milliards de bénéfices, mais seulement 2 milliards versés par Brookfield, même si on a dit qu'au Canada, il y avait un taux d'imposition de 25 alors que c'était 2 Oui, il y a des raisons légitimes pour lesquelles les sociétés payent moins que le taux statutaire, mais dans le cas de Brookfield, c'est une tendance qui s'est dégagée pendant très longtemps, donc d'évitement fiscal très agressif, ni plus ni moins, et l'utilisation des Bermudes, c'est très apparent. En 2020, le premier ministre Mark Carney est devenu coprésident d'un fonds enregistré aux Bermudes pour Brookfield. Donc, depuis cette date, M. Carney a-t-il tenté de réduire l'abus de ces paradis fiscaux? Non, je n'ai aucune preuve en ce sens pour ce qui est de la réduction des paradis fiscaux. Et Brookfield a continué sans réserve d'avoir recours à de tels paradis fiscaux. Et pour cela, il y a eu réduction des paiements de Brookfield, aussi bien au Canada qu'ailleurs dans le monde. Je peux vous donner de très nombreux exemples de l'Australie, du Brésil, de pays d'Amérique latine également. Merci. Je viens d'une région rurale et on dirait chez nous, c'est comme si les renards gardaient le poulailler. Donc, un individu qui a été responsable de voir à l'utilisation de paradis fiscaux et en fait, il détient toujours des actions dans l'entreprise, la société Brookfield, qui continue d'avoir recours à des paradis fiscaux. Donc, est-ce que vous avez constaté des efforts sérieux réalisés par le gouvernement du Canada depuis l'élection de M. Carney pour combattre le recours aux paradis fiscaux? Non, pas du tout. Et je dirais que ça a été vraiment un recul pour le G7 lorsqu'il s'est réuni au Canada d'exempter des multinationales américaines de la taxe minimale du pilier 2 de l'OCDE. C'était quand même un petit pas dans la bonne direction. Malgré tous les défauts, je suis d'accord avec le professeur Desneaux. L'OCDE, c'est un autre exemple du renard chargé du poulailler. Je peux vous dire que le secrétaire général de l'OCDE, qui
était ministre des Finances en Australie, a tenté de réduire l'impôt des sociétés en Australie. Il a été conseiller auprès de KPMG qui a vendu un stratagème à Microsoft pour éviter l'impôt à Porto Rico et la facture la plus considérable de toute l'histoire. Donc, cela fait, on veut obtenir 30 milliards de dollars parce qu'il y a eu un transfert de bénéfices vers Porto Rico, ce qui est un territoire étranger en vertu de la loi américaine. Et il semble que Microsoft ait fait la même chose au Canada. Et parce que les fonds ont été transférés à l'Irlande. Donc, il y a d'autres pays, Luxembourg, qui sont des paradis fiscaux. Et même le Canada, les États-Unis fonctionnent comme des paradis fiscaux. Lors de votre témoignage, vous avez donné l'exemple de l'Australie pour ce qui est du revenu gagné à l'étranger. Avez-vous tenté d'en parler au gouvernement actuel? Eh bien, nous parlons à nos amis alliés au Canada pour que l'on fasse des pressions pour qu'il y ait les déclarations pays par pays. Je n'ai pas eu de conversation directe avec le gouvernement, cela est sûr, mais nous avons parlé à nos alliés, nos amis au Canada pour en convaincre le gouvernement. Je pense qu'il y avait une certaine ouverture, mais je ne peux pas vraiment le dire de façon précise. Désolé, Monsieur Ward, nous devons nous arrêter ici. Et maintenant, 5 minutes à Monsieur Sawatsky. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos témoins. Professeur Deneau, le Canada a adopté les normes de revenus communs de l'OCDE et renforcé les règles d'évitement fiscal. Est-ce que ces mesures ont été efficaces, à votre avis? Et est-ce que c'était vraiment un effort de réduire le recours aux paradis fiscaux? Je réitérerai que ces mesures au mieux sont légèrement efficaces dans la mesure où elles peuvent faire bouger quelques variables et qu'au pire, elles sont cosmétiques. Je n'ai pas là tous les termes techniques parce que c'est très technique mais je pourrais vous les fournir par écrit. En ce qui concerne les accords d'échange de renseignements fiscaux du Canada, comme je l'indiquais tout à l'heure, on s'est assuré du point de vue du Canada par une modification de la réglementation de faire en sorte que les transactions qui faisaient l'objet de transferts d'informations obligatoires étaient légalisées par l'État canadien, à savoir qu'on légalisait le fait que des ayants droit puissent recevoir sous la forme de dividendes des actifs transférés dans un paradis fiscal qui signerait un accord d'échange de renseignements fiscaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est le ministre lui-même à l'époque qui l'avait dit, il faut bien trouver des incitatifs pour que les paradis fiscaux daignent collaborer avec nous. Oui, ça c'était la citation de mémoire en substance qui me revient. Donc, je veux dire, si on veut s'attaquer aux paradis fiscaux, là, il faut considérer l'envergure du problème. Ce n'est pas un enjeu techniciste qui suppose des petits ajustements ici ou là. C'est un enjeu fondamental qui concerne la capacité même du Canada à assurer sa mission sociale. Est-ce qu'il le veut ou ça lui dérange pas l'instance politique canadienne que des Canadiens n'aient pas de médecin de famille, qu'il y ait de la moisissure dans les écoles, que la pauvreté se développe, qu'il n'y ait aucun programme environnemental, qu'on ait un train qui soit tellement dérisoire que c'est voyager dans le temps plutôt que dans l'espace, que de l'emprunter, ainsi de suite, que c'est un État qui socialement s'érode. Est-ce que ça fait honte aux dirigeants canadiens de ne pas être capables de financer les institutions publiques parce qu'ils n'ont pas le courage d'imposer ce que leur doivent, selon l'esprit de la loi, les entreprises, où on en est à se voiler le visage en disant « ce n'est qu'une question technique, on a signé tel accord plus ou moins insignifiant avec tel État. » Thank you for that. Merci de cette réponse. Donc, pourriez peut-être aussi résumer ce qui serait la meilleure solution, d'après vous, pour ce qui est de renforcer les lois et faire plus?
Les mesures phares, je les réitère là aussi, les mesures phares sur un plan technique relèvent la capacité que l'État se donnerait à imposer les multinationales sur la base de leur bilan consolidé et pas seulement en imposant des structures inscrites chez soi. Une multinationale informe ses actionnaires à chaque année d'un bilan qui est finalement assez artificiel dans la mesure où il concerne l'addition du capital et des revenus de toutes les entités qui font partie du groupe. Mais ce groupe-là n'a pas d'existence juridique. Juridiquement, une multinationale n'existe pas plus que le Père Noël. Ce qui existe juridiquement, ce sont ces entités qu'on fait semblant de considérer individuellement les unes par rapport aux autres et indépendamment les unes par rapport aux autres. Si on avait juste, au fond, juridiquement, la capacité théorique et conceptuelle de dire une multinationale existe, c'est incroyable de devoir militer pour ça en 2025, mais on en est là. Si on pouvait juste se dire une multinationale existe, ça devrait être un sujet de droit, convocable à ce titre, et pas seulement la petite filiale ici et la filiale là-bas, comme si elles étaient autonomes. Nous avancerions, ne serait-ce que sur ce plan-là, parce qu'ensuite, conséquemment, il s'en suivrait une application de la loi qui concernerait toutes ces activités et pas seulement les activités morcelées. C'est comme si moi, comme particulier, je pouvais me scinder en 3000. Et je vous disais, si vous voulez me parler, allez parler à 1/3000 de moi-même et on va voir ce qui va se passer. C'est ça que vous permettez, vous, législateurs aux multinationales, de faire, parce que, en dernière instance, c'est votre responsabilité. Thank you. And we've had. Merci. Donc, il y a eu des témoins qui mentionnent qu'il peut y avoir des problèmes du point de vue de la protection des renseignements personnels, même accroître le risque d'enlèvement pour ce qui est des personnes plus fortunées. Malheureusement, nous devrons attendre pour entendre votre réponse. Merci, maire, pour 2 minutes et demie. Merci. Merci beaucoup. J'espère que je ne parle pas à 1/3000 de vous-même, M. Dano. J'essaie de... J'ai bien apprécié tout à l'heure quand vous avez développé sur la disparition des services publics, et ça m'amène à vous poser une question qui peut paraître bête, mais qui, selon moi, est pertinente. Qui contribue réellement aux finances de l'État? C'est-à-dire, il y a une augmentation du cynisme aujourd'hui où des gens au sein de la population jugent qu'ils paient trop d'impôts pour ce qu'ils reçoivent de services. Et quand je regarde le développement que vous nous avez présenté dans votre déclaration liminaire sur les coûts sociaux, sur le phénomène de dumping, sur l'impact sur la dette et surtout sur la disparition des services publics, je saisis un peu mieux l'ampleur de ce que représente aujourd'hui le cynisme de la population envers les services publics. Ce qui m'amène à vous poser cette question simple-là. Qui contribue réellement aux finances de l'État aujourd'hui? Je vais répondre à votre question, mais je vais me permettre d'en ajouter une au préalable qui concernerait les bénéficiaires des services publics. Qui bénéficie des services publics? Au départ, ce sont les multinationales. Ce sont elles qui jouissent d'un système aéroportuaire, un réseau d'autoroutes et de routes, des services publics, une police, un système judiciaire, ainsi de suite, une main-d'œuvre formée par l'État sur mesure, des subventions à la création d'emplois et quoi encore, l'électricité pratiquement gratuite. Et pendant qu'elles bénéficient, elles ne veulent pas payer leur dû. Et bien entendu que le fardeau incombe à la classe moyenne et aussi, j'insiste, aux prolétaires dont on parle trop peu, mais qui payent 15% de chaque achat qui est souvent relatif à des produits liés à la subsistance la plus élémentaire. Et donc, l'heure est venue de cesser de présenter toujours le contribuable comme étant le particulier, parce que dans le débat public, on va dire « Ah, le contribuable est surtaxé, le pauvre, on ne va pas ajouter un impôt », même quand on parle d'un impôt strictement lié aux grandes fortunes ou aux multinationales. Il faut considérer que c'est un problème de voir l'assiette fiscale être scindée en parties, de telle sorte que les entreprises ne financent grosso modo que 10% du budget de l'État. Et dans les 10%, merci, M. Deno. On doit arrêter là. C'était une ronde plus court. Merci, M. Simard. We'll continue with Mr. Jenness for 5 minutes, please. Monsieur Jenness, 5 minutes. J'allais
y aller. Merci, Madame la Présidente. C'est bon d'être de retour au Comité des finances pour cette étude des paradis fiscaux. Donc, paradis fiscaux, cela veut dire que des riches, des entreprises créent des structures pour éviter l'impôt. C'est légal, mais le gouvernement devrait tenter de combattre la façon dont certains exploitent les échappatoires que les particuliers ordinaires ne peuvent pas utiliser. Il y a beaucoup d'aspects techniques, évidemment. La confiance de la population est importante. Les gens pensent que les dirigeants politiques tentent de rendre le système plus équitable et qu'ils ne jouent pas pour l'autre équipe. Donc, quand il y a un premier ministre et d'autres dirigeants qui investissent eux-mêmes dans des paradis fiscaux et qu'ils tirent parti de cette telle structure, cela nuit à la confiance. Ils souhaitent finalement des résultats qui vont à l'encontre de l'intérêt public, de ce que veulent la plupart des gens, c'est-à-dire solution à cette façon d'échapper à l'impôt et ce que les gens... Et à cause de cela, les travailleurs canadiens doivent payer plus d'impôts. Vous avez beaucoup travaillé sur le cas de Brookfield, comme nous l'avons dit, une entreprise qui était dirigée par le premier ministre, où il est encore investi. Pourriez-vous parler de la question de confiance, de conflit d'intérêts? Avoir un premier ministre, un dirigeant qui, d'une part, dit être préoccupé, mais d'autre part, continue d'avoir des investissements dans ce genre d'entreprise. Eh bien, dans la foulée des commentaires de professeur Deneau, la confiance est vraiment minée et la population est consciente du fait que cette multinationale, Brookfield et d'autres, payent très peu d'impôts alors que les travailleurs payent beaucoup plus d'impôts. Ils attendent plus en services sociaux. Cela mine complètement la confiance dans le système. Si les petits entrepreneurs n'ont pas les moyens d'embaucher des grands cabinets comptables, ils ne peuvent pas non plus créer des comptes bancaires en Suisse. Donc, ce sont ces gens-là qui payent la facture alors que les grandes sociétés utilisent les mêmes services. Et cela ne fait que détruire la confiance dans le système fiscal et la population en général. Et c'est la raison pour laquelle on a des Donald Trump et des Bolsonaro, parce que les populations dans le monde entier se constatent que les riches ne font que profiter de ce système, de ce genre de système, et qu'on continue de décider des règles. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Deneau pour ce qui est d'une entreprise qui devrait être vraiment imposée, donc sur son bilan consolidé. C'est ce qui existe dans certains États. Donc, pour éviter que ces entreprises puissent transférer leurs revenus à l'étranger. Ça faisait partie de la proposition du premier pilier de l'OCDE et ça a été légitimisé en tant que pratique. Ça devrait aller de l'avant. Pour avoir une précision ici, ce que vous décrivez, en fait, c'est que des gens qui élaborent les règles et profitent également des règles. Et c'est ainsi qu'il y a encore des paradis fiscaux. Et maintenant, nous avons Mark Carney, qui est notre premier ministre, qui était chez Brookfield, qui continue d'y avoir des investissements. C'est comme quelqu'un qui dirait, maintenant, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui va être l'arbitre du système, mais je suis quand même payé par une des équipes. Donc, quelqu'un qui vient de Brookfield, qui continue d'en profiter financièrement, qui maintient ces structures qui permettent l'évitement fiscal. Donc, une personne qui souhaite, qui a vraiment un conflit d'intérêts, et cela va à l'encontre de l'intérêt public et du bien commun général. Réponse très brève, s'il vous plaît. Vous disposez de 5 secondes. Tout à fait. Il faut avoir confiance dans le système,
Et si Mark Carney veut aller de l'avant en tant que Premier ministre, eh bien, il faudrait qu'il y ait une loi adoptée au sujet de la déclaration pays par pays. Merci, Monsieur Turnbull. 5 minutes. Merci aux témoins de leur présence. Bonne discussion aujourd'hui. Je vais tenter maintenant de rappeler certains faits. À mon avis, le gouvernement a fait beaucoup au cours de la dernière décennie pour contrer le recours à ces paradis. Par exemple, le Canada a mis en œuvre le pilier 2 en adoptant une loi à compter de 2024. Il y a eu aussi une annonce de l'intention de mettre en œuvre une autre règle anti-paradis fiscal. Donc, ce sera en vigueur en décembre ça devait être en décembre 2024. Ensuite, on était de l'avant pour ce qui est de la déclaration pays par pays. Donc, en 2016, nouvelle limite pour ce qui est de la déduction des intérêts. Donc, il s'agit d'une limitation des intérêts excessifs. C'était en 2023. Nouveaux arrangements, Action 2, adoptés au Canada, en vigueur depuis 2023. On a augmenté, renforcé les règles de divulgation, sanctions royales en 2023, l'échange entre l'ARC et d'autres autorités fiscales pour mettre en place le projet BPES, donc Action 5, adoption en 2019 d'un instrument multilatéral, et le Canada a adopté les changements apportés aux lignes directrices de l'OCDE sur le transfert des bénéfices. Ensuite, modification des règles, des règlements, amélioration administrative. On a renforcé les règles anti-évidement. Aussi le cadre sur les actifs crypto, une norme commune qui sera en vigueur en 2027. Taxe minimale mondiale aussi, quelques amendements à la loi qui a été adoptée. Je pense que ce sont toutes des mesures positives. Il y a moins de report de certains impôts, donc ça doit être fait selon le budget 2025. Aussi, le produit de la criminalité, du terrorisme, et il y aura une agence qui sera créée pour ce qui est des crimes financiers, y compris le blanchiment d'argent et d'autres crimes complexes qui sont souvent liés à l'évasion fiscale. Voilà donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je pense que vous devriez reconnaître que ce sont des pas dans la bonne direction, et je comprends que vous souhaitez que nous faisions plus. Vous êtes très compétent en la matière, mais pourriez-vous tout du moins reconnaître que le gouvernement a quand même pris des mesures positives? Une réponse courte, il y a 3 indicateurs qui comptent. Point. Le premier, c'est les investissements directs à l'étranger. Est-ce que les entreprises multinationales continuent de transférer activement, du point de vue des données relevées par Statistique Canada, des actifs dans des pays considérés offshore? Là, quand on regarde les 10 principaux pays où les entreprises... Mr. Deneau, I'm sorry to interrupt you, but could I just... Désolé de vous interrompre. Pourriez-vous répondre par oui ou par non? Ce que j'ai mentionné, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? C'est ma question. Gesticulation, parce qu'il n'y a pas de conséquences du point de vue des rentrées fiscales qui permettent au gouvernement de enfin mettre sur pied des programmes sociaux qui sont de l'envergure de celles qu'on attend. Les entreprises continuent de transférer activement à l'étranger. L'assiette fiscale continue d'être le fruit de l'impôt de la classe moyenne, et les programmes sociaux restent aussi peu et mal financés dans ce pays. OK. Monsieur Ward, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre par oui ou non? Il y a eu des progrès, mais ce n'est pas suffisant.
il y a eu des progrès finalement qui ont été perdus parce qu'on a laissé tomber le pilier 2. On a exempté les multinationales américaines, donc c'est presque inutile. Et il y en a une autre règle que les États-Unis refusent d'adopter. Donc, il y a eu des avancées et des reculs. Concludes the time. Merci, vous avez terminé. Je remercie nos témoins au nom du comité de leur comparution. Donc, nous allons maintenant prendre une petite pause et passer au témoin suivant.